Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction de TV Fil 78, l'essentiel de l'actualité yvelinoise. Voici les titres en images de ce 26 janvier. Dernier débat de la Belle Alliance. Hier soir, Benoît Hamon est-il d'ores et déjà le grand vainqueur de cette primaire? Nous étions avec ses sympathisants pour suivre les derniers échanges de leurs favoris avec Manuel Valls. Dernier volet de notre dossier consacré ce mois-ci aux professions méconnues. Aujourd'hui, rencontre avec l'un des derniers garnisseurs de marteaux de piano. Et puis en fin de journal, vous entendrez Georges Schmitt, né à Alger d'une famille de musiciens originaires d'Alsace. Cet artiste aux multiples talents est un virtuose, vous l'avez vu, de la flûte de Pan. 3 entreprises de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines figurent dans le top 100 mondial des entreprises les plus innovantes au monde. Cette information économique pour débuter, on compte parmi ces entreprises Safran, spécialisée dans l'aéronautique, la défense, la sécurité, située à Manille-les-Hameaux, Thales, également à Elancourt, autre géant de l'aérospatiale et de la défense, et enfin Valeo, équipementier automobile basé à La Verrière. Un classement élaboré à partir du nombre de brevets déposés durant les 5 dernières années et de leur niveau de mondialisation, mais aussi de la qualité de l'innovation. En politique, J-3 avant le second tour de la primaire de la gauche, Manuel Valls, Benoît Hamon ont entamé la dernière ligne droite décisive avec le débat de l'entre-deux tours. Attrape les soutiens du favori Benoît Hamon s'étaient réunis pour cette soirée forcément spéciale. Le reportage de Nicolas Kirilovitz. Ce sont des signes qui ne trompent pas, les petits fours, des visages tendus et une ambiance sérieuse. À Trappes, ils étaient une quarantaine à s'être réunis pour suivre le débat entre leur champion Emmanuel Valls. Finalement, ils ont assisté à un duel cordial. Économie, laïcité, sécurité ou encore environnement ont permis aux finalistes d'exposer leur vision de la gauche. Nous ne pouvons plus tolérer, au nom de nos enfants, que nos modes de production et nos modes de consommation mettent en péril la planète. Mais alors, qui sort vainqueur du débat? Voilà le réel enjeu de cette soirée. Dans le fief électoral du député de la 11e circonscription des Yvelines, il n'y avait qu'un vainqueur et par KO. Une nouvelle fois, on a parlé de ses propositions parce qu'il faisait travailler avec sérieux depuis de longs mois. Il n'est pas candidat depuis le mois de décembre comme Manuel Valls, il est depuis le mois d'août, juillet. Oui, il y a un vrai clivage, mais entre un projet qui, quelque part, ressasse des idées et des mots d'un système à bout de souffle, et puis un projet qui pense le monde de demain. Reste à savoir désormais si ce clivage et ces différences pourront être dépassés le soir du dimanche 29 janvier. La question du rassemblement est en effet moins évidente chez les militants de Benoît Hamon. Si c'est Emmanuel Valls qui gagne, tant mieux pour lui. Mais je pense que Benoît Hamon, dans quelques années, il se présentera peut-être à la présidentielle. Pourquoi pas? Benoît Hamon est le meilleur candidat, à la fois pour rassembler la gauche et les sympathisants socialistes, mais rassembler, après cette primaire, rassembler l'ensemble de la gauche. Il est capable de parler aussi bien à Jean-Luc Mélenchon qu'à Pierre Laurent ou à Yannick Jadot et à tous les électeurs de gauche. Nouvelle étape ce soir avant le résultat des urnes. Les deux candidats sont en meeting en Ile-de-France. Manuel Valls à Alfortville et Benoît Hamon à Montreuil. Nous poursuivons dans ce journal notre série de reportages débutés lundi sur les professions méconnues. Aujourd'hui, direction La Verrière pour découvrir une activité unique en France, le garnissage de marteaux de piano. Le reportage est signé Nicolas Dandry. Le feutre est au piano ce que le pneu est à la voiture. Patrick Desfougères est garnisseur de marteaux, le seul en France avec un savoir-faire très spécifique, transmis depuis 1925. Un feutre peut résister 30 ans pour des particuliers et 5 ans pour des professionnels, suivant comment on joue, comme les pneumatiques, comment on conduit. Donc à un moment donné, le feutre est trop dur ou trop mou, ou il n'a plus de son, il est mort, c'est-à-dire la structure interne du feutre est morte, donc il faut le regarnir. Et tout ça se fait à la main. On dégarnit et on regarnit un feutre, c'est-à-dire on va dégarnir un ancien feutre pour regarnir avec un nouveau feutre. Comme son père avant lui, Patrick reprend l'affaire familiale dans les années 90. Il s'installe à La Verrière en 2007 avec ses 2 salariés. En position de monopole sur le marché européen, il s'exporte aussi en Russie, aux États-Unis ou en Australie, avec un réseau de près de 1000 clients. Il y a des gens qu'on va revoir souvent, d'autres qu'on va voir une fois tous les ans, une fois tous les 10 ans. Il y a des nouveaux qui arrivent. C'est un marché de collectionneurs, de passionnés. Il faut savoir que j'ai des concurrents, mais qui font dans l'industrie lourde, c'est-à-dire qui créent et qui fabriquent des têtes neuves pour la première monte ou la seconde monte des pianos modernes. Donc toujours petit marché, c'est une petite niche. Mais vu qu'on est seul et certains savoir-faire, on est carrément unique. Donc ça fait vivre quand même l'entreprise. Notre vrai boulot, c'est un regarnisseur de marteaux de piano pour les périodes 20-30 et aussi avant, les pianos papes, piano carré, piano forte, des pianos très anciens.
Grâce à leur technicité, les ateliers des Fougères ont obtenu le label d'État Entreprise du patrimoine vivant. On reste traditionnel dans notre savoir-faire, par contre on s'aide de choses modernes. Pour améliorer au niveau temps, au niveau qualité, au niveau tension, on parle des feutres mais il faut de la tension. Donc à un moment donné, une certaine tension, ça se fait qu'en machine. Donc on reçoit le jeu de marteau comme ça, hein, c'est tout un jeu de marteau. On dégarnit à la main ou à la vapeur, là dans ce cas-là c'est à la main. On va mettre tout ce jeu-là qui est devant moi sur ce porte-marteau avec des cales, avec des ferrailles bien précises, des gabarits. Voilà, on met la bande là. Le jeu de marteau dans son porte-marteau ici, et ça va descendre ici, vous voyez. Il possède ses petits secrets de production et forme lui-même sa main-d'œuvre. Patrick serait le dernier des Fougères à exercer cette activité, ses enfants ne s'étant pas accordés à la voie artisanale. Théâtre, à présent, un univers glacial au pays des Inuits et une route vers le Grand Nord. C'est ce que propose la compagnie Unijambiste avec le spectacle Inuk, un voyage sous la neige du 25 au 28 janvier au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Pour les petits et pour les grands, comme le veut la formule consacrée, une réflexion sur le monde racontée de façon ludique avec des animaux qui prennent vie humanisée, comme l'explique le metteur en scène David Gauchard. Donc, je suis allé voir les Inuits du Nunavik, qui en fait est une région québécoise, où là-bas ils sont francophones, ils étudient encore la langue française. Donc ça c'était important pour moi aussi de retracer ce chemin-là. Et donc je suis parti dans un village qui s'appelle Kanji-Sudjuak, qui est un tout petit village, avec le beatboxer LOS, le photographe Dan Ramaen et le rappeur Arm. J'ai interrogé après l'équipe technique et les comédiens pour partir sur un spectacle où il y aurait très peu de texte, presque documentaire et poétique. Donc il fallait trouver cet équilibre en partant sur des simples mots et faisant des improvisations. Comment on fait la banquise, comment on fait le blizzard, voilà, c'était des petites choses comme ça, quoi. Et donc sur scène, je tenais à ce que le spectacle soit comme un carnet de voyage. Culture, toujours, la salle d'exposition de Guyancourt ouvre ses portes sur l'exposition Banlieue. Les pionniers de l'art urbain français vous invitent à un voyage dans le temps. Le collectif d'artistes Banlieue a été créé dans les années 80. Il peignait alors des tableaux, des fresques collectives. Il se retrouve 30 ans plus tard et jusqu'au 16 avril, vous pourrez donc traverser la salle des expositions à la découverte d'une cinquantaine d'œuvres. On écoute l'un des membres de ce collectif, c'est au micro de Camille Lambert. À l'initiative de jeunes trentenaires qui s'occupent de cette salle d'exposition, on vient chercher des cinquantenaires, voire des sexagénaires qui continuent à peindre, qui ne sont plus forcément dans la rue, qui ne sont plus forcément sur les murs extérieurs. Et on leur propose de montrer ce travail de l'époque. Alors ici, on voit des toiles, donc finalement, c'est une expo un peu plus classique. Mais c'est un reflet, c'est comme un peu des extraits de ce qu'on pouvait mettre dans la rue. Alors que se profile le festival d'Angoulême et que se poursuit le festival Bubble Ski, donc à Saint-Quentin en Yvelines, un atelier de création de BD est organisé dans les différentes médiathèques de l'agglomération. Le dessinateur Cara anime ses activités avec des jeunes qui sont venus participer. Le reportage de Nicolas Dandry. Ophélie s'endort et commence à rêver. Voyage dans l'époque des dinosaures, viré dans le futur, transformation en sirène, une histoire dessinée par Cara à partir des idées proposées par des jeunes, place à la création de la 5e planche. J'ai eu l'idée que la baleine, à la fin, se transforme en grenouille et que Cara devienne une guerrière amazone. Il faut que graphiquement je trouve des astuces pour aller plus vite, même s'il y a du décor, même s'il y a plusieurs personnages. Donc pendant que moi je dessine, eux dessinent aussi de leur côté. Je leur file parfois quelques petits conseils à droite à gauche pour qu'ils puissent un petit peu aussi s'amuser de leur côté. Depuis une quinzaine d'années, Cara écrit des BD bercés par des influences franco-belges et le style manga. Dans cet atelier, il donne des conseils aux jeunes présents. Le dessin autour est plus du style BD et que en fait le visage de la jeune fille est plus du style manga. J'aime vraiment beaucoup le manga depuis que je suis petit, ça me plaisait vraiment contrairement aux autres dessins animés qui passent à la télé. J'ai dessiné un dinosaure. Et pourquoi ? Parce que j'aime bien les dinosaures. Pour le réseau des médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines, l'objectif est de rendre ce moment participatif avec l'encadrement d'un professionnel. D'autres animations sont prévues dans le cadre du festival Bubble Sky jusqu'au 18 février prochain.
De la musique pour terminer cette édition du journal avec Georges Schmitt. C'est un spécialiste de la flûte de Pan. Il était en concert le week-end dernier, prestation dimanche à Rambouillet avec un organiste également, Camille Lambert. Un dialogue entre flûte de Pan et orgue sur un opéra d'Handel au cœur de l'église Sainte-Bernadette de Rambouillet. Un cadre exceptionnel pour un duo complémentaire. La flûte de Pan, c'est l'ancêtre de l'orgue. C'est un grec qui s'appelait Ctésibios qui a eu l'idée de réaliser une flûte de Pan beaucoup plus grande, que l'on appelle depuis un orgue. Mais c'est depuis l'Antiquité, donc on trouve des flûtes de Pan partout à travers le monde. Ce sont forcément deux instruments qui se marient très bien puisqu'ils vivent sur la même énergie, à savoir l'air qui nous fait tous vivre. De Jean-Sébastien Bach à Erik Satie, en passant par la musique traditionnelle irlandaise, le concert a traversé les époques. On voit toujours la flûte de Pan à travers le folklore d'Amérique du Sud ou d'Europe centrale. Moi, j'ai décidé, il y a très longtemps déjà, de dépoussiérer un petit peu cet instrument qui est millénaire en adaptant justement de la musique classique ou en composant mes musiques. Il y a beaucoup de choses qui se concentrent, tout un talent, toute une approche de la musique qui nous livre aussi à travers le concert. Voilà, c'est très incarné sa façon de faire de la musique. Durant l'année 2017, Georges Schmitt sera en tournée dans différentes églises et cathédrales de France. Il sera à chaque fois accompagné de différents musiciens. C'est la fin de ce journal. Rendez-vous lundi pour une nouvelle édition. Nous ferons bien évidemment un point complet sur les résultats du second tour de cette primaire de la gauche. Demain, vendredi, aux horaires habituels, Nicolas Kirillovitz est son invité pour commenter l'actualité de la semaine écoulée. Très belle soirée.